Dans cet épisode, je vais vous parler de marketing. Est-ce qu'il est difficile de fidéliser sur du long terme des internautes chinois? Je vais aussi vous parler des premières images qui viennent à l'esprit quand on parle de la Chine et de la vérité du terrain. Je vais vous parler d'un bon dictionnaire, enfin un bon entre guillemets, dictionnaire français-chinois et surtout de comment l'utiliser, comment ils sont organisés. Je réponds à vos questions en vous présentant la Chine et le chinois tels que je les vois et tels que je les vis. Bienvenue dans la Chine, le chinois, comment c'est vraiment. Bonjour, c'est Cédric Beau et bienvenue dans l'épisode 024 de la Chine, le chinois, comment c'est vraiment, hashtag LCLCCCV, je dis bien 024, comme ça si vous voulez rechercher les épisodes sur YouTube, n'oubliez pas le 0, vous mettez par exemple l'épisode 021 ou 022, tiens on va l'évoquer tout de suite, et ensuite LCLCCCV, et puis comme ça vous retrouvez directement les podcasts sur iTunes, ou bien les vidéos sur YouTube, ou bien alors n'importe quoi, voilà, peu importe le média que vous utilisez pour me suivre. Alors, justement par rapport à l'épisode 022 sur les mandalas, il y a quelqu'un qui me racontait aussi que une personne les ayant étudiés, Jung, ça s'écrit J-U-N-G, en était devenu complètement fou d'ailleurs de ce symbole, comme quoi les symboles, les représentations de la réalité, etc. ça peut être vraiment quelque chose de très très puissant. Voilà, alors on va attaquer tout de suite les questions. Je voulais commencer vraiment cet épisode donc du vendredi, avec la question de Pascaline, parce que je lui avais dit donc que je traiterais sa question aujourd'hui. C'est une question très très intéressante puisqu'elle parle de marketing et de culture et de Chine et de chinois, bien évidemment. C'est ce qui nous passionne tous en écoutant bien tous ces épisodes de mes fameux podcasts. Alors qu'elle me dit, Pascaline, salut Cédric, c'est Pascaline, j'aimerais créer un site internet à destination du marché chinois. Une amie chinoise m'a dit qu'il était difficile de fidéliser sur du long terme les internautes chinois, car ce n'était pas dans leur mentalité. Qu'en penses-tu? Merci pour tes podcasts que j'écoute tous les matins au petit-déj, c'est mon petit moment à moi après le départ de mon fils pour l'école et avant de commencer ma journée. Gros bisous. Alors, on va traiter tout ça dans l'ordre. J'aimerais créer un site internet à destination du marché chinois. Donc ça c'est quelque chose de fantastique déjà. On fait un pas vers un marché spécifique et ça c'est intéressant parce que si on faisait juste quelque chose de global, enfin plus on est spécialisé, plus on s'oriente vers quelque chose de précis, mieux on a de chance, j'ai envie de dire, de réussir. En tout cas, au départ. Pour se lancer dans un business, c'est très bien de viser un marché spécifique et un petit marché à gros potentiel. Donc, viser le marché chinois par rapport au marché mondial, mais évidemment c'est un gros marché quand même, mais ça permet de bien orienter, on va dire, son projet de business. Une amie chinoise m'a dit qu'il était difficile de fidéliser sur du long terme des internautes chinois car ce n'était pas dans leur mentalité. Alors là, c'est important déjà de noter ton amie chinoise. Alors là, je sais pas parce que c'est pas un dialogue, mais est-ce que ton amie chinoise est une personne à succès? Ça, c'est toujours très très important quand on est dans le business. Les conseils des personnes qui ne sont pas des personnes qui ont réussi, qui ne sont pas des personnes qui ont un business avec un gros succès, généralement, moi, je ne les écoute pas. Donc ça, c'est important. Si c'est une amie chinoise qui t'a dit ça, c'est pas forcément non plus une bonne référence. Si tu me disais, Jack Ma, par exemple, le fondateur d'Alibaba, il m'a dit, ça va être difficile parce que voilà, là ça peut être intéressant de le noter. Sinon, si c'est juste, enfin en tout cas, si c'est négatif, eh bien on va essayer de pas écouter les conseils de des personnes qui sont pas des personnes à succès. Voilà, tout simplement. Donc là c'est quelqu'un en fait, elle s'en rend peut-être pas compte, mais elle te met des bâtons dans les roues déjà. Elle te dit ça va être difficile. Parce que. Et ça c'est vraiment déjà un premier problème. Mais bon, deuxième problème, c'est donc qu'il va être difficile de fidéliser sur le long terme des internautes chinois car ce n'est pas dans leur mentalité. Déjà, on va rester sur l'idée d'internautes. Les internautes, en moyenne, c'est important de rester dans la moyenne parce qu'on va partir sur l'idée que tu parles avec quelqu'un de moyen, on pourrait presque dire médiocre, si on est moyen, on n'est pas forcément donc on est moyen quoi, voilà. Les internautes chinois, les internautes d'ailleurs en moyenne, quand ils s'intéressent à quelque chose, les gens quand ils s'intéressent à quelque chose, et pas forcément que sur Internet, au bout de 6 mois, généralement dans 90% des cas, ils sont pas passés à l'action, et au bout de 6 mois, eh bien, ils sont passés à un autre projet, à une autre idée, à une autre passion. C'est-à-dire que là, par exemple, les gens qui écoutent le podcast LCLCCCV, on en a beaucoup qui, dans 6 mois, seront peut-être même plus du tout intéressés par la Chine. Alors, on n'est pas dans les 90%, et je vais expliquer pourquoi, mais quand même, il y aura une grosse partie des personnes qui sont en train de m'écouter actuellement, dans 6 mois, la Chine, ils en auront plus rien à faire. C'est quelque chose d'horrible, c'est quelque chose de terrible, mais on est tous comme ça. Moi aussi je suis comme ça, moi aussi j'ai des idées, moi aussi j'ai des passions, moi aussi j'ai des trucs et ça change. Et c'est bien d'un autre côté. Et c'est moins bien d'un autre côté aussi. Parce qu'on va jamais au bout des choses.
Ce qui fait la différence, donc c'est pas forcément ça. C'est pas forcément le fait que ça soit des internautes chinois, c'est tout simplement que c'est des gens. C'est des gens. Et alors, sur Internet, en moyenne, les gens qui suivent un projet, qui suivent quelque chose, on a ce qu'on appelle un taux de rétention qui va osciller, on va dire, entre 2 et 4 ou 5 mois. C'est-à-dire que les gens, quand leur projet il a commencé à mûrir un petit peu dans leur tête, donc là, ton marché, ton business, ils s'y ont intéressés un petit peu, ils vont s'inscrire sur ton site, par exemple, à une newsletter ou n'importe quoi, et ils vont rester, en général, 2 mois, si ton truc c'est pas terrible, à 5 mois, 6 mois, si ton truc c'est bien. Voilà. Alors, quelle est la solution ? L'idée, c'est pas juste de se dire, bon, ça va être difficile. L'idée, c'est de se dire, qu'est-ce que je peux faire contre ça? Qu'est-ce que je peux faire pour les gens, en général? Qu'est-ce que je peux faire pour les internautes chinois? Oui, mais qu'est-ce que je peux faire aussi pour que, eh bien, mon projet, il soit remarquable, il soit exceptionnel. Si on fait quelque chose qui est remarquable, si on se donne à fond pour partager, par exemple, sa passion, moi, si je fais des épisodes comme ça participe aussi à ça. Je fais des épisodes, je fais des articles de blog, je fais des podcasts, je fais des vidéos, etc. Je partage, je donne aux gens. Parce que j'aime ça et parce que j'aime les gens. C'est un peu bizarre à dire comme ça, mais voilà, je vous aime. Parce que c'est aussi dans quelque chose qui me pousse. Et ça va faire la différence. Ça va faire quelque chose d'extraordinaire. Je suis pas une multinationale qui, comme ça, vous dit, voilà, achetez mes cours de chinois. Si vous les achetez pas, d'ailleurs, là, dans la plupart des gens qui écoutent, ils vont pas l'acheter. Et je m'en fous. Moi, je suis content parce que je leur ai fait plaisir tout de même. Parce que je leur ai apporté de la valeur tout de même. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, il faut être remarquable. Voilà. Il faut pas être dans la moyenne. Et regarde, Pascali, justement, avant de faire cet épisode, j'ai regardé. Tu t'es inscrit sur mon site, début 2013, ou mi-2013. Enfin, je viens de regarder, mais du coup, j'ai déjà oublié. Donc, ça fait à peu près, donc, ça va faire 1 an et demi, déjà. Par rapport au taux de rétention. Par rapport à la mentalité de la fidélisation. C'est quand même fantastique. C'est quand même énorme. Il y a des gens qui me suivent depuis quand j'avais commencé mes blogs. C'est-à-dire que je faisais des articles écrits avec des lettres et des mots. Enfin, vous savez ce que c'est un blog, je suppose. C'était en 2008 que j'ai commencé, quoi. Vous vous rendez compte? C'est ça la différence. On s'en fout. Enfin, je vais pas dis pas ça à ton ami, mais on s'en fout au final de ce qu'elle a dit. Ça va pas être difficile si tu ne travailles pas comme tout le monde. Alors bien évidemment, si tu te fais un business comme tout le monde a toujours fait, et que tu veux viser quelque chose de moyen, et là, bien évidemment, tu tomberas dans la moyenne, avec des résultats moyens, et ton business sera médiocre. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu écoutes plus ton ami, et puis que tu travailles sur quelque chose d'exceptionnel, sur quelque chose de différent, sur quelque chose de personnel. Ça, c'est sympa aussi, la relation humaine. Moi, c'est quelque chose que j'ai adoré quand j'étais enseignant dans les lycées et dans les collèges. C'est ça qui fait la différence au final, c'est le contact humain, c'est ça que j'adore dans le côté commercial aussi quand je bosse dans l'import. Et c'est ça donc qui fait la différence. Et si tu fais quelque chose d'exceptionnel, t'as plus à te poser la question de la fidélisation. Parce que tu vas pas avoir des clients, tu vas pas avoir des prospects, tu vas pas avoir des, je sais pas quel terme on utilise de nos jours, parce que moi je m'en fous. Moi j'ai tout simplement des gens qui me suivent, des amis, des relations, des fans on pourrait dire, qui c'est plus sur un plan humain. Voilà, donc essaye de pas rester juste sur l'idée de des internautes chinois. On va rester donc sur effectivement les gens avec qui tu vas échanger. Et là, si tu réfléchis à ces personnes en tant qu'être humain, tout simplement, eh bien ton taux de fidélisation, là, tu n'auras plus à te poser de questions. Voilà, donc voilà ce que j'en pense moi. Hein. C'est vraiment important de le voir comme ça, je pense. Et je suppose que tu attendais une réponse franche, donc je l'ai fait donc franchement. Donc voilà, ce que j'en pense. Alors ensuite, tu me disais merci pour tes podcasts que j'écoute tous les matins au petit déj. Ça c'est important parce que effectivement, on reçoit pas les podcasts exactement à la même heure toujours. Alors moi, j'en enregistre un par jour, mais parfois, en fonction des aléas ou n'importe quoi, ou du temps ou des décalages horaires aussi ou n'importe quoi, eh bien c'est pas posté tous les jours à la même heure et parfois il peut s'écouler jusqu'à 24 heures entre l'enregistrement d'un podcast et sa publication. Donc je vais essayer de voir si je peux faire quelque chose de régulier, quitte à en enregistrer un d'avance en fait, comme ça je pourrais les planifier.
tous les jours en ayant un d'avance à la même heure. Et ça serait bien parce qu'à première vue, il y a des gens qui attendent. Par exemple, celui d'hier, eh bien, il y a des gens celui d'hier qui est même pas publié alors que je suis en train d'enregistrer celui d'aujourd'hui. Et il y a des gens qui me disent, bah tiens, moi j'ai hâte de le recevoir, quoi. Oui, il me tarde de regarder cet épisode sur le chinois, sur les astuces que tu proposais. D'ailleurs, j'ai bien apprécié enregistrer celui d'hier. Voilà. Donc pour cette question, c'est l'idée globale et la façon dont on aborde le business, je pense qu'il y a un problème, mais chez la plupart des gens justement. Et heureusement d'ailleurs, parce que si la plupart des gens n'étaient pas comme ça, eh bien moi mon business ou ma façon de vivre, eh bien elle serait pas aussi extraordinaire. Ouais, voilà. Ça sonne bien ça, hein. Moi j'aime bien. En tout cas, je me fais plaisir dans la vie et c'est ça que j'espère que vous ferez. Puisque vous intéressez à ce que je fais, vous le méritez. Voilà. Alors, Émilie qui me dit, Ni hao, ton podcast a surtout pour ambition de lutter contre les stéréotypes concernant la Chine, bonne initiative. J'aimerais donc avoir ton avis concernant les premières images qui me viennent à l'esprit lorsque l'on parle de la Chine. Le riz, tu en as parlé dans un podcast précédent. Les pandas, les vélos, les parapluies, une grande pollution et une certaine pauvreté. Ces images correspondent-elles à ce que tu vis ou à ce que tu peux voir de cet immense pays aux réalités multiples? Alors, ça fait beaucoup de choses et en plus je viens de passer longtemps sur la première question, donc je vais essayer de faire bref et efficace sur chaque point. On va les traiter donc point par point, encore une fois. Alors, j'aimerais avoir ton avis sur les premières images qui sont donc le riz. Alors, le riz, effectivement, on en a parlé. On a cette image du riz et ce stéréotype du riz parce que, c'est du sud-est de la Chine, du sud de la Chine et la plupart des expatriés chinois, donc en Europe, viennent de cette région, ou du Vietnam, ou Cambodge, etc., où le riz est donc prédominant, et donc c'est plutôt logique d'avoir cette image. Ensuite, les pandas. Alors les pandas, c'est un symbole, c'est vraiment quelque chose, effectivement, c'est chinois, et il y a qu'en Chine, on veut dire qu'on peut trouver des pandas, globalement. Donc, à part dans les zoos des autres pays, bien évidemment. Donc effectivement, on a ce symbole-là, mais on n'en voit pas quand on est en Chine en général, sauf si on va au zoo, bien évidemment. C'est un peu le même principe, en fait. On voit pas de panda en France, sauf si on va au zoo. On voit pas de panda en Belgique, sauf si on va au zoo. On voit pas de panda en Chine, sauf si on va au zoo. Ou alors, peut-être, il y en a un qui a été aperçu en liberté il y a pas longtemps, je crois. Un panda sauvage, quoi. Donc dans la province du Sichuan, mais sinon les pandas, voilà, ça fait pas trop partie du quotidien, à part dans les logos des entreprises ou bien alors dans les affiches dans la rue, mais c'est comme en France, quoi, voilà, ou comme en Belgique, ou comme en Europe, en Occident, aux États-Unis. D'ailleurs, bonjour au Maroc aussi. Je vois que j'ai des auditeurs au Maroc, donc bonjour à vous. Des vélos. Alors des vélos, oui. Moi aussi, c'était un préjugé que j'avais, et c'était énorme, quoi. Je me disais, il va y avoir des vélos partout, et puis je suis arrivé à Shanghai. Et à Shanghai en 2006, quand je suis arrivé pour la première fois, il y avait des vélos partout. C'était extraordinaire. Les vélos, et puis surtout les vélos électriques et les scooters électriques qui sont arrivés juste après, ouais, en France, en Europe, et qui font un petit peu un flop d'ailleurs, sauf aux Pays-Bas. Et là, c'était vraiment quelque chose. Mais là, encore une fois, c'est parce qu'on a nos stéréotypes qui proviennent de ces villes comme Shanghai, Canton et compagnie, à Pékin, où on a des vélos. Et souvent pour les médias d'ailleurs, la Chine c'est que Shanghai, Pékin. Voilà. Ça c'est. J'ai déjà parlé des médias, tiens. J'aime bien les journalistes, vous croyez, non? Non. Bon voilà. Et donc des vélos, oui. Mais quand je me suis rendu à Guiyang en 2008 pour la première fois dans le centre de la Chine, centre-sud, on va dire, là, je n'ai vu que 2 vélos en quelques semaines. Enfin, 2 vélos en 2 mois, je crois. Et c'était des cyclistes, quoi. C'était des professionnels. Parce que c'est une région montagneuse, vallonnée, avec des faux plats partout, et le vélo n'est tout simplement pas praticable. C'est comme on imagine le métro, etc., et toute la modernité qui va avec. Et bien, à Guiyang, par exemple, il n'y a pas de métro. Voilà. Il y en aura peut-être un cette année ou l'année prochaine. On parle aussi des parapluies. Alors là, les parapluies, par contre, ça marche pour presque toute la Chine. Enfin, on va dire surtout pour les 2 tiers, on va dire les 2 tiers est, sud, sud-est. Pour le nord, nord-ouest, moins. Mais sinon, oui, on voit beaucoup de parapluies, donc quand il pleut bien évidemment, mais surtout quand il fait beau. Quand il fait beau, quand il y a du soleil, eh bien vous avez des parapluies anti-UV pour se protéger du soleil qui tape d'ailleurs bien dur dans certains lieux de Chine. Une certaine pollution, une grande pollution d'ailleurs. Là aussi, l'image de la grande pollution, malheureusement, c'est parce qu'elle nous est proposée par les médias. Et dans beaucoup d'endroits de Chine, dans la plupart d'ailleurs du territoire chinois, on n'a pas une énorme pollution et un ciel gris tous les jours. Moi, j'ai eu que
J'ai jamais eu de ciel gris, d'ailleurs, je me souviens jamais d'avoir vu un ciel gris de pollution à Guyane. Donc là aussi, on n'est pas forcément, enfin la Chine c'est pas Pékin quoi. La Chine c'est pas Shanghai. Je suis désolé pour ceux qui pensent que c'est le cas, mais c'est pas le cas. Bien évidemment, l'air n'est pas pur partout. Par exemple, je pense à Chongqing par exemple, ou bien alors à Changsha. C'est des villes qui sont aussi fortement polluées. Mais on a aussi une énorme partie de la Chine qui n'est pas polluée, qui a un ciel bleu, on va dire. Et après, on a d'autres problèmes de pollution, comme notamment la pollution de l'eau. Mais c'est pas comme les clichés, tout simplement. Donc il faut relativiser. Pareil pour la pauvreté. Là, tu as le cliché de la pauvreté qui te vient à l'esprit quand on parle de la Chine. On a l'idée aussi de pays en voie de développement. Mais quand on parle de la Chine, pour d'autres, eh bien, c'est l'idée de la richesse et de la modernité. C'est un pays qui s'est enrichi à une vitesse folle, qui a une croissance énorme, qui a des villes modernes comme pas possible, mais qui, effectivement, a une certaine pauvreté aussi. Donc on a tout, en fait. Il faut voir les deux côtés, les deux faces de tout en fonction des lieux de la Chine. Là aussi, c'est important de noter et de rappeler plutôt que la Chine, c'est quand même un pays énorme, quoi. C'est un pays énormissime. Ça fait 17 fois et demi la France. C'est terrible, quoi. Ça fait un continent à lui tout seul. Donc, c'est difficile de faire des généralités. Donc bien évidemment, on a la côte sud-est qui est très riche, très développée, très avancée, et on a les campagnes du Guizhou où j'avais fait une vidéo avec Sylvain qui est terrible. On promène son buffle et puis on va le baigner dans la rivière, son buffle. Et c'est pas du tout Shanghai quoi. C'est pas du tout Shanghai. Donc ça c'est important. Donc de noter les deux aspects à chaque fois, c'est double face, j'ai envie de dire, et un juste milieu dans les banlieues ou bien alors dans la partie sud-sud-est, mais avant les grandes villes. Voilà. Donc après je pense qu'on pourrait développer chaque point spécifiquement pendant 1 heure ou 2, mais voilà les idées qui me viennent lorsque on évoque donc ces premières images tout simplement qui te viennent à l'esprit. Donc Émilie. Alors, et puis merci d'avoir mis quelques caractères chinois dans les questions, ça fait plaisir. Et merci d'avoir posé aussi plein de questions. J'ai vu qu'il y en avait pas mal de toi, Émilie. Je vais les traiter une à la fois, parce qu'il faut aussi que je réponde aux autres, mais je vais les mixer dans les prochains épisodes. Allez, 3e question. Bonjour Cédric, c'est Christophe de Nancy, Chris54. J'aime toujours bien suivre tes vidéos qui ne dépassent pas 15 minutes, ce qui est excellent. Alors j'espère que je vais pas dépasser les 15 minutes. Voilà, je suis allé en librairie, à la Fnac et autres. Il n'y a pas de dictionnaire mandarin français. Il y a l'inverse. Et il y a cantonais français. Aurais-tu un bon dictionnaire mandarin français à nous conseiller? Et question subsidiaire, comment sont classés les symboles dans un dictionnaire de mandarin par ordre des traits? D'avance, merci à toi. Alors, on va traiter là aussi point par point. Mandarin français, est-ce que tu aurais un bon dictionnaire mandarin français à nous conseiller? Oui, chez Larousse. On a un gros pavé, mais qui est vraiment pas mal. Et pour le français chinois, et je crois qu'on a français chinois français aussi dans les librairies. On a le petit bleu là, qui s'appelle le concis de je sais pas quoi, et qui lui est plus facile à caser dans un sac ou en voyage. Donc regarde un petit peu, renseigne-toi à la Fnac ou au Furet ou à je sais pas quelle librairie, on devrait pouvoir trouver ce dictionnaire concis. Voilà, c'est un petit bleu, alors du coup il est concis, il est pas très complet si on avance dans sa progression du chinois, mais quand on débute c'est pas mal. Donc je recommande ces deux-là. Et ensuite, question subsidiaire, comment sont classés les symboles dans un dictionnaire de mandarin? Eh bien, ils sont classés dans l'ordre alphabétique du pinyin. Donc ça c'est important. Le pinyin, ensuite, chaque élément de pinyin est classé par ton. Premier ton, deuxième ton, troisième ton, quatrième ton. Donc, si vous cherchez quelque chose, eh bien, il faudra tout simplement la lettre du pinyin. Alors, si vous connaissez pas le pinyin et vous connaissez que le caractère, eh bien là, il faudra se référer aux traits, effectivement, pas à l'ordre des traits, mais au nombre de traits. C'est-à-dire que vous allez aller au début du dictionnaire, vous avez une section spéciale pour ça, vous allez regarder ensuite, le nombre de traits qu'a la clé de votre caractère. Donc la clé, c'est l'élément essentiel de sens généralement. Il y en a 214 recensés du caractère. On a aussi des caractères qui n'ont pas de clé, c'est pas grave, ça sera à la fin. Et une fois que vous avez le numéro le nombre de traits dans la clé, eh bien vous aurez trouvé donc la section de cette partie du dictionnaire avec tous les caractères qui contiennent cette clé. Vous allez ensuite, et qui sont donc classés par nombre de traits total du caractère. Donc dans cette section, vous allez maintenant compter le nombre de traits qu'il y a dans votre caractère et retrouver dans la section donc de cette clé avec le nombre de traits de ce caractère dans le truc là,
vous allez retrouver donc votre caractère. Et à partir de là, vous aurez le numéro de la page dans lequel il est. Donc c'est un petit peu plus compliqué quand vous n'avez pas le pinyin, mais c'est comme ça que ça marche. Voilà. J'avais fait des formations là-dessus, vous pouvez faire une petite recherche sur YouTube, vous mettez Cédric Beau ou je sais pas quoi, plus dictionnaire ou utilisation dictionnaire ou n'importe quoi, enfin vous pouvez retrouver mes vidéos à chaque fois. Donc j'avais fait 1 ou 2 vidéos sur l'utilisation du dictionnaire avec un exemple même en vidéo où vous pouviez suivre ça sur mon écran. Donc vous pouvez rechercher ça aussi. Ça pourra vous permettre d'en savoir plus sur comment retrouver un caractère dans un dictionnaire à partir du moment où on ne connaît pas le pinyin ni sa traduction. Ça marche aussi donc dans un dictionnaire chinois. Voilà pour aujourd'hui. Alors petit bilan sur ces 3 questions. Eh bien c'est des questions qui m'ont vraiment inspiré. Et ça, c'était génial. Voilà. Allez, posez-moi d'autres questions, ça me fera plaisir. Et puis, ça vous fera plaisir quand je vous répondrai. Donc, sur du-chinois.com/questions. Alors là, aujourd'hui, j'ai reçu 7 questions. C'est plus qu'il n'en faut au quotidien. Mais n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai de toute façon. Tôt ou tard, je vous le garantis. Ma question pour vous, je sais pas moi, quelle est la première image qui vous vient en tête lorsqu'on évoque le terme Chine? Voilà. On a parlé des images qui venaient en tête d'Émilie lorsque l'on parle de Chine. Est-ce que pour vous c'est pauvreté? Est-ce que c'est pour vous c'est modernité? Est-ce que pour vous c'est pollution? Est-ce que pour vous c'est vélo, c'est panda, c'est paysage, c'est modernité? Non, je l'ai déjà dit ça. Enfin bon, voilà. Qu'est-ce que c'est pour vous la Chine? Gardez l'esprit ouvert et ensemble on tue les préjugés. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve demain dans l'épisode 25.